Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bienvenue sur Politique sous influence, votre émission qui décode les réseaux sociaux chaque semaine avec Juliette Briens. Nous rembobinons les fils Insta, Twitter, TikTok, Twitch et Facebook pour vous aider à comprendre qui, comment et pourquoi cela buzz en France. Bonjour Juliette, vous êtes en forme? Je suis en forme, je vous rappelle juste que vous pouvez nous suivre sur Twitter au hashtag PSI comme Politique sous influence. PSI. Hashtag, bien sûr. Vous avez encore écumé les réseaux sociaux, décidément. Vous pouvez pas vous en empêcher, Juliette. J'ai l'impression que votre pêche a été plutôt bonne. Cette semaine, on va vous expliquer avec Juliette pourquoi Jack Dorsey, le patron de Twitter, a démissionné, pourquoi les affiches de Bilal Hassani en Madone ont été interdites dans le métro. On se calme. On va prendre le pouls des réseaux sociaux pour savoir ce que donne le choc Pécresse-Ciotti. On va d'ailleurs en parler avec deux influenceurs, le président des Jeunes Républicains, Guilhem Carayon, et le porte-parole des Amis d'Éric Zemmour, Mathieu Louve. Enfin, ce n'est pas Noël, mais presque. On va offrir aux auditeurs de PSI la voix mélodieuse, mais dissonante et diablement intelligente de Charlotte Dornelas. On lui demandera ce qu'elle pense d'ailleurs de cette interdiction de Noël par l'Union européenne. Allez, c'est parti pour les buzz de la semaine. Juliette, vous nous parlez de Jack Dorsey. Et oui, donc véritable tremblement de terre dans la twittosphère. Le PDG et cofondateur du réseau social le plus politique et le plus influent du monde, Jack Dorsey, a annoncé lundi dernier son départ. Motif: j'ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs. Il avait eu l'idée de créer Twitter en griffonnant sur un bloc-notes, un site de microblogging où l'on pourrait raconter ce que l'on fait en temps réel et qui permettrait de converser avec n'importe qui. Comme toute idée géniale, elle était simplissime. Les 4 cofondateurs n'ont pas mis longtemps à intéresser la presse, puis les stars, puis les adolescents. C'est également lui qui a eu l'idée du nom Twitter. C'est comme le son que font les oiseaux qui gazouillent, vous savez. Voilà, exactement. D'où la naissance du logo bleu si reconnaissable par tous. Mais si Twitter n'a pas tardé à convaincre, Jack, lui, a mis plus de temps. Il faut dire que Jack était un peu dissipé, et ce depuis son adolescence. Il était un enfant un peu timide, qui cumulait les difficultés d'adaptation, problèmes d'élocution, un peu une sorte de geek, quoi. Voilà, exactement à quoi on s'attend quand on évoque ces petits génies de la Silicon Valley, quoi. La caricature exactement du geek, de l'incompris, enfermé dans son garage à pianoter sur son ordinateur. C'est un gars qui fait des lignes de code, voilà. Au lieu d'aller en soirée. C'est ça, exactement. Et Jack Dorsey est resté une sorte de nerd avec un look un peu déjanté, longue barbe, crâne rasé, anneau dans le nez. Et ça faisait pas un peu peur aux investisseurs, il faut le dire. De plus, on lui avait toujours reproché de cumuler plusieurs fonctions. Il était à la fois PDG de Twitter, mais aussi patron de Square, une autre entreprise spécialisée dans le paiement. Évidemment. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le paiement en ligne. Et cette double casquette n'était pas du tout du goût des actionnaires. Même Elon Musk l'avait prévenu. Il ne faut pas diriger 2 groupes. Et Jack ne l'a pas écouté. Malgré son rythme de vie ultra sain et ses semaines millimétrées par le travail, on lui a reproché de ne pas être suffisamment investi pour Twitter. Un péché véniel devenu mortel lorsque la pandémie a causé la chute de nombre de publicités qui représentent plus de la moitié des revenus du groupe. Et même si depuis le chiffre d'affaires a progressé pour atteindre au 3e trimestre plus de 1,2 milliard de dollars, les investisseurs n'ont pas été convaincus puisque dans le même temps, Twitter affiche plus de 530 millions de dollars de pertes. Ce qui est étrange avec ces grandes majors, souvent, c'est qu'elles perdent de l'argent. Ça, c'est vraiment frappant. Et oui, mais en cause, par exemple, les choix stratégiques de Jack Dorsey qui ont coûté très cher. Quand on vous dit qu'il est dissipé, il a voulu diversifier les activités de Twitter. Cette année, par exemple, le réseau social s'est lancé dans le e-commerce, ce qui a nécessité de très importants investissements, on peut s'en douter. Et le successeur de Jack Dorsey va s'appeler Parag Agrawal, excusez-moi. C'est l'ancien directeur des nouvelles technologies de Twitter qui a été promu en interne. Il connaît donc très bien. Il connaît la musique, après. Voilà, il connaît très bien l'entreprise. Mais le challenge qu'on lui a fixé, on peut le dire, est quand même énorme. C'est doubler le chiffre d'affaires annuel. Enfin, dernier reproche que l'on a fait à ce partisan de la liberté d'expression, qu'est Jack Dorsey, c'est justement de ne pas suffisamment censurer les extrémistes ou les complotistes, ce qui lui a valu de nombreuses accusations de propagation de fake news, de laisser faire. Et donc sous la pression des autorités qui avaient quand même amélioré leurs outils de modération, lui il se battait pour la liberté d'expression. Donc à cet égard, le départ de Jack le libertaire est sans doute une mauvaise nouvelle pour la liberté d'expression sur Twitter. On devrait s'attendre à davantage de censure de la part de l'oiseau bleu. Eh ben, c'est de pire en pire. En fait, il n'y a pas que sur la toile qu'il faut redouter la censure. Et on va voir avec vous que la pudibonderie se porte bien à la RATP, à la SNCF. Juliette, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez Bilal Hassani, Guillaume?
Non, mais je sens que je rate rien, mais enfin bon. Laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my king. Et ben voilà, Bilal Hassani, c'est ce personnage un peu incontrôlable, c'est un chanteur ultra populaire chez les jeunes et les moins jeunes, depuis qu'il a représenté la France à l'Eurovision en 2019. Fort de ses 1 million d'abonnés sur TikTok, plus de 600 000 sur Instagram, 260 000 sur Twitter, Bilal pèse. Oui, il pèse. C'est même devenu une icône de la communauté LGBT, une cause qui rallie, comme on le sait, beaucoup de nos jeunes. Son petit signe distinctif, à lui, qu'il assume fièrement et après tout grand bien lui fasse, ce sont les perruques. Il en porte de toutes les couleurs et elles font toujours sensation dans ses vidéos et dans ses clips. Bon, on va pas refaire toute sa garde-robe quand même. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des fins? Oui, alors, il y a une polémique, c'est ça? La polémique, un tweet du magazine Têtu qui désigne Bilal personnalité LGBT de l'année. Jusque-là, tout va bien. Le hic n'est pas là. LGBT, c'est plus classe, d'accord. Oui, voilà. C'est la photo de la couverture qui a choqué, puisqu'on y voit Bilal Hassani affublé d'une longue toge, surmontée d'une auréole christique et en position de saint, avec les doigts qui montrent le ciel. En regardant rapidement la photo, on croit voir une icône de la Vierge, et c'est simplement en regardant de plus près qu'on reconnaît en fait les traits de Bilal Hassani. D'où Jésus. Bon, honnêtement, c'est assez iconoclaste, mais le rendu est plutôt esthétique. Et ça a vraiment choqué? Mais oui, pourtant c'est pas du tout vulgaire, honnêtement, c'est plutôt joli. Et bah pourtant c'est pas passé du tout sur les réseaux sociaux où certains bigots, c'est malin. ont dénoncé une véritable provocation. Et alors la stupéfaction, c'est là que c'est le plus incroyable. La RATP et la SNCF, normalement des bastions de la gauche laïque, ont décidé de censurer la couverture du magazine et de la bannir des affiches publicitaires au motif qu'un contrat entre la société d'affichage Média-Transport et les opérateurs de transport proscrit les références religieuses. Donc pas de Bilal Hassani dans le métro. Sur Twitter, les débats font rage entre les défenseurs stoïques de la liberté d'expression, furieusement Charlie, qui rappelle que le crime de blasphème n'existe pas en France, et les autres, choqués par la une, comme l'internaute larme à l'œil, le droit de blasphème a bon dos quand il s'attaque uniquement au monde chrétien. J'attends des excuses de Bilal Hassani et de Têtu. Si Bilal Hassani ne s'est toujours pas exprimé sur cette affaire, le rédacteur en chef trimestriel Thomas Vampouille, lui, s'est dit étonné par cette polémique à laquelle il ne s'attendait pas. Il mentionne une grande confusion avec beaucoup de comptes qui pensaient sincèrement qu'on n'avait pas le droit de représenter Marie ou Jésus dans la religion chrétienne. C'est assez incroyable. Il tente également de justifier cette couverture par le message qu'il avait voulu apporter. L'idée, c'était de faire un pont entre les gens. On n'est pas là du tout pour diviser les croyants des non-croyants, les homos des non-homos et les garçons viril des garçons folles. Ce sont ces mots. Tout l'inverse donc de la réaction déclenchée par cette couverture. Alors y a-t-il un retour du crime de blasphème en France, Guillaume ? Bah d'abord, il faut dire que c'est pas la première fois qu'il y a eu des affiches à connotation religieuse qui ont été interdites dans le métro parisien. C'est trop jeune, mais ça remonte à l'année 1988. Il y a eu à ce moment-là en France la sortie d'un très beau film d'ailleurs de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ, avec une affiche vraiment plutôt osée. Et il y a eu un quasi-attentat, une bombe qui a été déposée dans un cinéma à Saint-Michel. Et à partir de là, la RATP a décidé de ne plus, d'interdire carrément tous les affichages à connotation religieuse. Donc ça ne vise pas que le christianisme. Ils ont été en quelque sorte échaudés. En 2012, je crois que la série d'Arte, Ainsi soit-il, s'est vue interdire par la RATP l'affichage, tout simplement. Voilà. Donc, mais bon, on peut aussi comprendre la réaction des catholiques et plus généralement des chrétiens, parce qu'aujourd'hui, et peu de gens en parlent, le christianisme est véritablement une religion persécutée. C'est une religion persécutée, il y a des gens physiquement qui sont menacés partout dans le monde, mais surtout, on a l'impression que voilà, la parole est très très libre et on peut, disons, brocarder librement le christianisme, tandis qu'avec beaucoup d'autres religions, on prend des pincettes. Et puis finalement, Juliette, on est Charlie ou on n'est pas Charlie à la fin des fins. C'est ça, un peu de cohérence. Voilà. On ne peut pas être Charlie à moitié ou à mi-temps, ça ne va pas. Tout à fait. Bon, on va rester sur des thématiques un peu conservatrices. C'est l'actualité qui veut ça. On approche de Noël, il faut dire. Ça a buzzé cette semaine. Qui de Pécresse ou de Ciotti peut l'emporter? Les réseaux sociaux peuvent-ils prédire d'ailleurs l'issue de ce scrutin? Qu'est-ce qui va se passer avec le Z et la personne qui va sortir victorieuse de cette primaire? On va en parler avec le président des Jeunes Républicains, Guilhem Carayon, et avec son contradicteur, le porte-parole des amis d'Éric Zemmour, Mathieu Louv. C'est tout de suite.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bienvenue de retour sur Politique sous influence. On va parler de la droite en 2022. Alors soyez le bienvenu, Guilhem Carion, vous êtes le président des jeunes LR. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Et on va attendre votre contradicteur qui, lui, est le porte-parole des amis d'Éric Zemmour. Mathieu Louve. Mais il est en chemin, c'est les informations qu'on a en tout cas. Juliette, ça a l'air pas si mal parti pour la droite en 2022. Quoique, expliquez-nous un peu. Après, en tout cas, la participation massive des adhérents LR au premier tour de la primaire, Christian Jacob s'est félicité d'un retour en force de la droite et d'un socle commun. On va l'écouter. Avec des débats de très haut niveau, de très bonne qualité, et puis aussi à notre projet pour la France où nous avons redéfini un socle idéologique au sein duquel nos candidats se sont parfaitement retrouvés. Alors chacun y a été avec son tempérament, sa sensibilité, ses priorités, mais tout le monde est resté dans ce socle. Et puis dernier point de satisfaction et pas des moindres, c'est le taux de participation. Voilà. Donc c'était 82% C'était malin parce qu'il fallait payer pour voter, c'est ça? Ou c'était gratuit? On demandera aux jeunes LR tout à l'heure. Suspense. Mais d'abord, les résultats et le paysage politique de la droite ne révèlent-ils pas que celle-ci est plus divisée que jamais finalement? Éric Ciotti et Valérie Pécresse sortent vainqueurs de ce premier tour au coude à coude, 25,59% contre 25% pour deux candidats dont la ligne politique semble assez éloignée. Éric Ciotti, plus conservateur, avait admis préférer Zemmour à Macron, tandis que le cheval de bataille de Valérie Pécresse est de combattre les extrêmes. Un combat qui a rallié d'ailleurs à sa cause Xavier Bertrand, Michel Barnier. En 2010, elle avait même signé avec Ramaya et Rokhaya Diallo un appel pour une république multiculturelle, post-raciale. Voilà. Donc une photo, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sortent, mais il y avait une photo diffusée sur les réseaux sociaux qui montrait Madame Pécresse en visite dans une école coranique avec des petites filles voilées. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais voilà, en tout cas, c'est pas du tout la ligne d'Éric Ciotti. Donc l'union sacrée souhaitée par Christian Jacob, elle n'est pas vraiment gagnée. Et puis, il y a les autres qui restent en embuscade. Là derrière, Marine Le Pen, forte de ses 19%, qui tient pour l'instant sa base électorale, et l'outsider qui vient également... Le dynamiteur. Exactement, ajouter à la division Éric Zemmour, qui organise demain d'ailleurs son premier grand meeting à Villepinte, comme on le sait. Jeudi d'ailleurs, après l'annonce des résultats du premier tour de la primaire, le Z, comme on l'appelle sur Twitter, s'est fendu d'un tweet de soutien comme un cadeau empoisonné par les internautes. En tout cas, c'est comme ça que l'ont appelé les internautes amusés. Il a dit « Heureux, cher Éric Ciotti, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR. Le RPR n'est pas mort. » Oui, c'est un tweet de soutien qu'il soutient comme la corde de pendu. C'est un baiser mortel. C'est le soutien de la corde du pendu par la corde. Et donc voilà, le RPR, un symbole régulièrement utilisé par Éric Zemmour pour décrire ce qu'il appelle la vraie droite. Mais justement, ce parti fondé par Jacques Chirac en 1976, remplacé ensuite par l'UMP, a l'air d'en arranger certains et puis pas d'autres. Alors, qu'est-ce que la vraie droite? Est-ce qu'elle peut renaître? Est-ce qu'elle doit se rassembler? En attendant l'arrivée de Mathieu Louve, vous allez avoir le temps de parole à votre avantage. Vous êtes de droite, on est bien d'accord? Oui, complètement. La vraie droite. Et la vraie droite, c'est la droite des valeurs. Et votre camarade Mathieu Louve qui va arriver, lui, il est d'extrême droite, c'est ça? Non, ce sera à lui de dire quelle droite lui correspond. Moi, je partage une droite. Donc il y a droite aussi. Donc il y a deux droites en fait. Il y a toujours une tradition avec plusieurs droites. Il y a la droite bonapartiste, la droite légitimiste, la droite orléaniste, la droite plus monétaire, qui est la droite orléaniste, qui est partie. La droite monétaire. Oui, c'est une droite qui est sociologique pour moi. Disait, les seules valeurs des gens de droite sont des valeurs mobilières. Mais là, vous le confirmez. Vous dites je crois qu'il y a une monétaire. Je crois qu'il y a une partie de la droite qui est partie chez Emmanuel Macron et qui considère que son portefeuille est plus important que la préservation de notre identité et de la culture française. Cette droite, elle a pu se rassembler avec les Républicains, avec l'UMP, avec le RPR. On peut gouverner avec. En revanche, moi, je considère que la politique de droite que nous devons mener si nous sommes à la tête de l'État, c'est une droite qui est patriote. C'est une droite de panache et de conviction. Alors, bonjour Mathieu Louve, vous êtes enfin là.
en dépit des obstacles. Il y a quelques petits travaux dans Paris. Enfin, il y a quelques petits endroits où il n'y a pas de travaux dans Paris, pour être plus précis. Donc vous avez pu slalomer, très bien. Soyez le bienvenu dans Politique sous influence. Alors, bon, là, de manière assez élégante, Guilhem Carayon n'a pas osé dire que vous êtes d'extrême droite, et il a dit que vous étiez de droite. Alors apparemment, il y a deux droites. Alors c'est quoi la différence entre vos deux droites? Je le comprends qu'il ne peut pas se dire que je suis d'extrême droite. Enfin, on a milité ensemble pendant des années. Ah, ça balance là, ça y est. Non, ça balance pas. On a milité ensemble pendant des années chez LR. J'ai encore ma carte. Il y a encore pas si longtemps, j'étais responsable des Jeunes Républicains, donc j'étais sous la responsabilité aussi de Guilhem, et j'ai fait campagne pour lui au moment de son élection. Donc oui. Et vous l'avez laissé partir, vous alors? Il fait le choix de soutenir Éric Zemmour. Moi, je considère que Éric Zemmour fracture la droite. Je pense qu'il est la meilleure assurance vie d'Emmanuel Macron. Je pense que Marine Le Pen, comme lui, feront réélire Emmanuel Macron. Moi, je considère qu'Emmanuel Macron était le président du grand déclassement, qu'il faut changer de politique, donc il faut changer de président de la République. Mais je suis entièrement d'accord sur ce constat. Vous êtes d'accord qu'Éric Zemmour va faire réélire Emmanuel Macron? Le constat d'Emmanuel Macron il faut nous rejoindre du grand déclassement, il faut nous rejoindre du grand remplacement, et qu'il faut changer de politique d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que j'ai fait le choix de soutenir Éric Zemmour. C'est qu'aujourd'hui, c'est le seul qui incarne ce changement, ce changement radical de la politique d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, quand j'entends ça veut dire quoi? les candidats du Congrès entre Éric Ciotti et Emmanuel Macron, il n'y aurait pas une feuille de papier à cigarette, c'est ça? Mais Éric Ciotti est peut-être le seul qui se détache des autres candidats du Congrès, qui est totalement Zemmour compatible, et j'espère, s'il gagne pas le Congrès des Républicains, qu'il sera capable de faire le constat qu'aujourd'hui, la politique qu'il défend est celle d'Éric Zemmour, et qui peut nous rejoindre et qui nous rejoindra. Mais justement, moi j'ai toute une petite question pour vous, Guilhem. Méfiez-vous, elles sont méchantes ces questions. Et si Ciotti gagne, et si Éric Ciotti gagne, est-ce que le parti des Républicains se rangera derrière Éric Ciotti? Bien sûr. Même s'il est Zemmour compatible. Bien sûr, si Éric Ciotti gagne cette élection, les 5 candidats et les adhérents, et tous les adhérents des Républicains feront sa campagne. Monsieur le Président, un petit peu de politique fiction, si vous le voulez bien. Allons-y. Donc Éric Ciotti sort du chapeau, ce qui est peu probable, enfin sait-on jamais, sort du chapeau et en fait finalement il est doublé par Éric Zemmour au deuxième tour. Et donc il y a un deuxième tour, Éric Zemmour, Emmanuel Macron. Vous savez très bien pour qui Éric Ciotti va appeler à voter au deuxième tour. Et vous allez dire ok, très bien, alors on va tous voter Éric Zemmour. Moi je vais vous dire une chose, c'est que je considère que c'est une erreur stratégique de se prononcer sur une absence de la droite au second tour. Quand on fait campagne pour un candidat, on n'imagine pas une seule seconde ne pas être au second tour. Et si on dit qu'on va voter pour Emmanuel Macron ou pour Éric Zemmour au second tour, ça veut dire que c'est un vrai aveu de faiblesse. Donc moi je ne dirais pas ça. Moi je dirais que la droite que je soutiendrai, le candidat que je soutiendrai, vous êtes un vrai politicien, vous répondez sera au aux second tour. Mais en réalité, c'est très triste d'imaginer un scénario où son parti n'est pas au second tour. Moi je m'engage depuis que j'ai 18 ans bénévolement. D'imaginer, c'était de la politique fiction. Mais Monsieur Lowe, vous comprenez cette réaction? Il y a des gens qui s'engagent et qui savent très bien qu'ils seront pas au second tour. Enfin, Hidalgo, son parti, ils font campagne, ils savent très bien qu'ils n'iront pas au second tour. Enfin, que le second tour est. La tradition de la droite française, c'est quand même d'être au second tour l'élection présidentielle. C'est la tradition, mais ça fait déjà. Une fois on n'y a pas été, c'était en 2017. Et justement, si Éric Zemmour va au second tour, la droite sera au second tour. Éric Zemmour est justement cette opportunité aussi pour la droite de retrouver ses valeurs, de renouer avec ses valeurs historiques et de pouvoir aller au second tour pour enfin offrir aux Français une politique alternative de la gauche qu'on subit depuis maintenant. On va y revenir juste après la pause. De François Hollande. On vous revient juste après la pause. Voilà, exactement. Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bienvenue de retour sur Politique sous influence. Le débat est tendu, c'est un choc, le choc des titans entre Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, face à Mathieu Louve, le porte-parole des amis d'Éric Zemmour. Et en plus, on a appris juste avant que notre ami Mathieu avait encore sa carte chez LR, c'est bien ça? Vous confirmez? Oui. Voilà, alors je vais vous poser la question symétrique à celle que j'ai posée à votre camarade de LR, qui est président des Jeunes LR. S'il y a Valérie Pécresse, par exemple, au deuxième tour, Éric Zemmour va faire quoi? Il va appeler à voter Valérie Pécresse? Honnêtement, je pense pas. Éric Zemmour, il est clair sur le constat aujourd'hui des candidats au Congrès en dehors d'Éric Ciotti, c'est que ces personnes-là, depuis des années, finalement, ont abandonné la droite, se sont centrisés. Lui-même le dit, se sont devenus. Alors pour eux, ils sont plus de droite. Donc votre camarade président des LR n'est plus de droite. Mais non, il parle pas des Républicains de manière générale. Il parle des candidats. Non, mais mettons de côté Ciotti.
Imaginons que Valérie Pécresse soit qualifiée au second tour et qu'Éric Zemmour ne le soit pas. Je pense pas qu'Éric Zemmour appelle à voter Valérie Pécresse. Il laissera aussi ses électeurs libres de leur choix. Parce qu'elle ne serait pas de droite, selon vous. Et c'est aussi une chose, c'est que quand on perd une élection présidentielle, il y a quand même les législatives derrière. Et ça me paraît délicat pour un candidat qui arrive 3e ou 4e et qui est assez haut dans les sondages et qui peut faire un score assez haut, qu'il appelle à voter pour un candidat avec qui il ne partage pas finalement un ensemble d'idées, un ensemble de corpus idéologiques. Surtout quand il y a une campagne législative derrière, ça brouille totalement les pistes et ça brouille les Français dans leur esprit et dans leur vote pour la suite. Guilhem, qu'est-ce que vous... Non, moi je trouve paradoxal le fait que Mathieu ait soutenu avec autant de ferveur, autant de véhémence Nicolas Sarkozy quand il était candidat à la présidence de la République à la primaire de 2016, alors que Éric Zemmour le considère comme le fossoyeur de la droite. Moi sur Éric Zemmour, je considère, enfin la raison pour laquelle je me suis engagé, c'était avant son bilan. La raison pour laquelle je me suis engagé c'est bas, comme à droite et contre Emmanuel Macron, c'est parce que je considère qu'Emmanuel Macron est l'artisan des fractures françaises, fractures sociales, fractures géographiques entre ceux qui habitent dans les milieux ruraux et ceux qui habitent dans les grandes villes, et même fractures culturelles et identitaires. Je crois que Éric Zemmour aujourd'hui renforce ces fractures-là. Quand il ne distingue pas l'islam et l'islamisme, quand il dit tous les musulmans considèrent les djihadistes comme de bons musulmans, il essentialise 6 millions de musulmans dans notre pays. C'est pas des citoyens de seconde zone. Aussi, ça m'aurait pas plu, Mathieu. Je pense qu'il faut prôner un discours d'assimilation, il faut les pousser vers la culture française, vers l'identité française. Il faut pas les rejeter et en faire des citoyens de seconde zone. Mais je crois vraiment sur le constat d'Emmanuel Macron, on est d'accord. Tout le monde, je pense, aujourd'hui au sein des Républicains et du côté d'Éric Zemmour est d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron est celui qui a fracturé la France, qui a divisé la France, et il continue à le faire. Le problème, je pense qu'aujourd'hui, mais pardon, dans Mathieu, les candidats républicains, c'est que finalement, qu'est-ce qui les différencie? Quand j'entends Valérie Pécresse qui dit il y a quelques années, quand le gouvernement Philippe a été nommé, t'as trouvé des raisons de se différencier pendant 10 ans. Emmanuel Macron n'est pas mon président, mais Édouard Philippe est un homme de droite et je salue sa nomination. Il y a un problème idéologique derrière. C'est-à-dire que Valérie Pécresse, elle a failli être un peu Premier ministre d'Emmanuel Macron. Quand elle annonce sa candidature et qu'elle dit qu'Emmanuel Macron n'a pas assez je veux être candidate parce qu'Emmanuel Macron n'a pas assez réformé et parce que Marine Le Pen n'est pas assez dure. Elle fait une critique d'Emmanuel Macron uniquement sur le fait qu'il n'ait pas été plus loin dans ses réformes. Donc, est-ce qu'elle partage pas une partie de sa politique? Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce qui différencie fondamentalement de Valérie Pécresse aussi, il veut mettre en œuvre des réformes. Il veut mettre en œuvre des réformes, mais lui, ce qu'a fait Emmanuel Macron, il ne soutient pas un iota de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Au contraire, il veut radicalement changer la politique d'Emmanuel Macron. Quand j'entends les candidats au Congrès, il a pas fait grand-chose. Quand j'entends les candidats au Congrès, ils partagent plus ou moins les mêmes idées, du moins sur les réformes, qu'Emmanuel Macron. Et par exemple, un Michel Barnier qui était candidat aurait pu se retrouver. Vous vous rendez compte du nombre de fois tous les deux vous prononcez le nom d'Emmanuel Macron? Vous faites un débat sur l'adversaire, c'est Emmanuel Macron. Mais je suis convaincu que Guilhem, dans le fond, je pense qu'on est d'accord avec Guilhem sur le constat de la France et sur les solutions à apporter à la France. Mais à mon avis, c'est aussi ce qui est sur le même poulain, quoi. C'est aussi ce qui est triste dans un parti, c'est que, et je le comprends, et Guilhem a des responsabilités. Il doit avoir une forme de fidélité au parti, et aujourd'hui il est délicat pour lui de dire qu'il est d'accord avec Zemmour, alors que je pense que avant qu'il soit élu président des Jeunes Républicains, Éric Zemmour était aussi l'une de ses figures tutélaires et de son idéologie, et je suis convaincu qu'il suivait Éric Zemmour tous les soirs sur CNews, comme moi et comme une grande majorité des militants les Républicains. Non, il doit avoir une certaine fidélité. Non, il doit avoir une certaine fidélité. Bah oui, je suis désolé d'être fidèle à ma famille politique. J'ai toujours été engagé dans ce mouvement. J'ai toujours prôné. Polémiste d'extrême droite. Mais moi, je considère que Éric Zemmour. Je considère que Éric Zemmour a imposé dans le débat public la question de l'identité, la question de l'immigration. J'ai jamais dit ça. Ah pardon. J'ai dit qu'il avait imposé ces sujets-là dans le débat public, parfois dans l'aveuglement collectif d'une partie des médias et pas chez vous évidemment, et des politiques. Et c'est très bien. En revanche, une fois qu'on arrive aux solutions, je crois que les LR aujourd'hui, si tu avais vu les débats pendant tout le mois de novembre, tu aurais vu qu'on avait des solutions concrètes pour réduire l'immigration. Michel Barnier a proposé un moratoire sur l'immigration qui permettrait de diviser par 4 ou par 5 l'immigration. Moi, je considère que 2 millions d'étrangers arrivés légalement ou illégalement sur le territoire national depuis 2017, c'est une aberration. Et c'est une des raisons pour lesquelles je m'opposerai toujours à la politique d'Emmanuel Macron. En revanche, il faut avoir des solutions.
faut pas être uniquement dans l'incantation, faut pas être uniquement dans les éléments de langage, dans les formules creuses. Il y a un moment où il faut redresser le pays et il faut avoir cette forme d'optimisme en fait, de redresser les choses, de faire en sorte que ce pays redémarre. Et je suis convaincu. Dernier mot pour Mathieu. Je suis convaincu que j'ai écouté les débats LR et justement j'ai trouvé assez marrant que ceux qui descendaient Éric Zemmour il y a quelques mois reprennent l'ensemble de ses idées et reprennent ses mots des fois par moment en parlant de guerre civile ou de grands emplacements. Et Éric Zemmour, je suis convaincu que tu l'as également écouté, depuis qu'il a la rumeur enfle sur sa candidature, il est déjà à plus de 76 propositions dans les médias. Moi, j'en ai pas vu. On ouvre proposition. À part rétablir peut-être Mathieu, pardon. Non, mais moi, à part interdire le prénom Mohamed, j'ai rien entendu. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est la sincérité. Quand j'entends les candidats républicains qui ont une forme de paroles libérées depuis la candidature d'Éric Zemmour, mais quelle est la sincérité là-dedans? Moi, je l'ai toujours eu. Il y a une chose qui est claire, tous les deux, c'est que dans ex-camarades LR, on va pas réussir à vous mettre d'accord. Donc merci à vous deux, bonne chance à vos candidats. Merci à vous. Et qu'on partage ou non vos opinions. C'est formidable que des jeunes s'engagent en au second tour. Politique. Voilà. Merci beaucoup. On va parler de Noël, de bien d'autres sujets avec une gente dame, une chroniqueuse, une journaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche. Restez avec nous, on vous revient avec la très éloquente Charlotte Dornelas. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour Charlotte Dornelas. Je vous trouve irrésistible. Aussi irrésistible que Juliette. Ah merci, quand même. Et je suis pas le seul à en croire votre popularité grandissante. Pour vos détracteurs, vous êtes un peu la passionnariat de Versailles, la Rosa Luxembourg des commissariats. Mais pour ceux qui vous apprécient, et j'en suis, vous êtes une femme à la parole libre, claire et concise. Votre bon sens est même subtil, je crois. On est très heureux en tout cas de vous avoir, que vous allez voir, l'actualité est assez chargé. On avait juste avant un débat d'ailleurs entre un porte-parole jeune d'Éric Zemmour et le président des jeunes LR. Vous en pensez quoi de ce débat? Vous l'avez pas un peu suivi? Mais moi, j'ai beaucoup de peine, au sens très noble du terme, pour ces petits jeunes qui se retrouvent à débattre un samedi matin, alors que je pense très sincèrement qu'ils pensent à la virgule près la même chose. Ah oui. À la fois dans le constat. D'ailleurs, voilà, celui qui représente les jeunes avec Éric Zemmour était précédemment parmi les Républicains. Ils font, je pense, le même constat. Ils ont les mêmes inquiétudes. Après, je peux concevoir qu'il y ait une différence de curseur sur les questions des propositions. Comment est-ce qu'on réagit à ce constat, mais on comprend que d'un côté comme de l'autre, et c'est peut-être aussi le drame des périodes de préélection, il y a une fidélité aux familles politiques respectives qui force parfois à faire des débats un petit peu artificiels. Bon, on va continuer cela, on va laisser Juliette camper un peu le paysage. Vous avez un petit pronostic pour les résultats du deuxième tour de la primaire? Je vais être très honnête, je ne fais pas de pronostic parce que si jamais ce que je dis ne se réalise pas, après voilà, ça poursuit. Et puis en plus, j'aurais du mal à le faire honnêtement, parce qu'évidemment, si on additionne ce qui s'est passé notamment chez les LR, si on additionne, Valérie Pécresse devrait l'emporter évidemment. En même temps, Éric Ciotti dit et la vraiment, politique, c'est pas toujours de l'algèbre. Ce ne sont pas forcément des additions. Éric Ciotti incarne vraiment un courant qu'il était le seul à incarner. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il arrive en tête, certes une courte tête, mais il incarne vraiment quelque chose qu'attendaient certains adhérents LR. Voilà, et puis après, qu'est-ce que ça deviendra si c'est Ciotti qui gagne, si c'est Pécresse. Mais il y a eu une zémorisation des esprits, en fait. Hein. Je pense qu'il y a, je sais pas, la zémorisation des esprits, moi je le prends plutôt à l'envers, en fait. Je pense que Zemmour a eu du succès parce que les esprits étaient déjà zémorisés, si je puis dire. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui ont reconnu dans Éric Zemmour ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux et qu'ils n'entendaient personne dire à la télévision. Donc je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait une partie de son succès aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on écoute, Juliette, cette semaine? On va parler de la commissaire européenne à l'égalité, Madame Helena Dalli, qui a lancé fin octobre un guide interne pour la communication inclusive. Car l'inclusivité, vous le savez, Guillaume, c'est très très important. J'écoute. Et il faut inclure tout le monde. Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Pas si sûr. Car quand on lit ce fameux guide, certains sont laissés sur le carreau. On va en reparler, mais avant, voici ce que le saint guide de Madame Dalli voudrait accomplir. La prohibition des expressions jugées stigmatisantes selon les genres, les identités sexuelles, les origines
ethnique ou la culture. Tout cela dans un désir de refléter la diversité et de lutter contre les stéréotypes profondément ancrés dans les comportements individuels et collectifs. Mais alors, quelles sont ces expressions indignes qui au quotidien discriminent et divisent la population européenne ? Eh bien, je vais vous le dire. Et je vais directement commencer par le pire. Attention, âme sensible, s'abstenir. Il ne faut désormais plus dire « mesdames et messieurs ». Rien que de le prononcer. Aujourd'hui, je dois dire que mon sang s'est retrouvé glacé. Et oui, désormais, privilégions... Vous avez dit quoi mesdames et messieurs, j'ose à peine le répéter. Nos oreilles saignent. Désormais, privilégions un langage bien plus inclusif. Disons plutôt mes chers collègues. Ça va mieux. Beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Attendez, ce n'est que le début. Guillaume, vous avez été un adolescent. Je le crois. Vous avez été, comme tous les jeunes garçons, pardon si j'ai présumé votre identité de genre, passionné par les vaisseaux spatiaux, la guerre des étoiles, la colonisation de Mars. Mais reprenez-vous. Non, qu'avez-vous dit ? La colonisation de Mars. Ne voyez-vous pas que cette expression renvoie à l'abjection coloniale, le colonialisme passé ? Comment avez-vous pu, si jeune déjà, raviver sans honte le souvenir d'une telle oppression ? Donc on n'a plus le droit de dire colonisation de Mars. Désormais, il conviendra de parler de l'envoi d'humains sur Mars. Là aussi, ça va mieux. Voilà. Et enfin, un peu de bienveillance. C'est vrai que maintenant qu'on le dit, tout ça me pesait intérieurement. Merci en tout cas, Madame Dali, bien contente de payer des tant d'impôts pour bénéficier de vos lumières. Mais ce n'est pas fini. Oh non, ce n'est pas fini. Il reste du monde à inclure. Et comme vous le savez, mon cher Guillaume, c'est bientôt... Noël, peut-être. Mais surtout pas, malheureux. On entre dans le vif du sujet, car dans le monde de l'inclusivité, il n'y a pas pire gros mot, et j'ose à peine le prononcer, mais je vais prendre mon courage à deux mains, que Noël. Oui, je sais, c'est terrifiant quand je pense que certains utilisent encore ce mot dégoûtant. Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent. Alors que les chrétiens ne représentent que 2,4 milliards de croissants dans le monde, et les autres alors ? Non, désormais, faire référence à des éléments de la culture chrétienne sera proscrit, car cela revient à partir du principe que tout le monde est chrétien. Et puis non. Surtout, le Père Noël, c'est le patriarcat blond, hétérosexuel avec sa barbe, c'est horrible. Voilà. Donc justement, nous supprimerons le mot Noël au profit du mot vacances, beaucoup plus neutre. Et d'ailleurs, ne nous arrêtons pas en si bon chemin, les prénoms à origine chrétienne sont également à proscrire. Et pour n'offenser personne, les prénoms Marie et John, eh bien désormais, il faudra les remplacer par des prénoms moins connotés. La commissaire à l'égalité propose une alternative, Malika et Julio. Voilà. Et donc, c'est la fin de l'Empire romain, Charlotte, non ? Ah oui, là, c'est... Non, mais c'est... Que dire ? Non, j'ai écouté attentivement et je pense que le ton que vous avez utilisé dans cette chronique est évidemment celui qui nous vient le plus naturellement, c'est-à-dire... D'en rire. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est-à-dire d'en rire... jusqu'à en pleurer, en fait, j'ai envie de dire, parce que le problème, c'est que cette femme n'est pas juste sortie de son bureau, elle est commissaire européenne. C'est ça qui est dramatique, donc en fait. Donc élue par personne, d'ailleurs, entre parenthèses. Non, élue par personne. On les découvre toujours à l'occasion de ce genre de choses, d'ailleurs. C'est toujours assez fascinant. Et il y a une forme de totalitarisme de la bêtise. Enfin, moi, je sais pas le qualifier autrement, en fait. Aujourd'hui, qui prend de plus en plus de place. Alors, évidemment, il y a l'aspect bêtise, mais il y a quand même l'aspect totalitaire, en fait. Dans cette démarche qui moi me terrifie, parce que à chaque fois on en rit parce qu'ils vont toujours plus loin dans ce qu'ils expliquent, mais enfin ils crantent quand même toute la journée, un peu dans nos vies aussi. Donc c'est à la fois, et puis ce terme d'inclusivité qui, en fait, à chaque fois qu'on écoute ce qu'ils ont à nous dire pour mettre en place des structures plus inclusives, c'est toujours, en fait, au détriment même de la substance de la substance de, on va prendre l'idée d'un pays, par exemple, de la substance du pays qui devrait inclure. Ça, donc en fait, l'inclusivité, c'est une machine à exclure la majorité. C'est ça, c'est une confusion entre les deux termes. C'est une machine à exclure la majorité, c'est une machine surtout à dévitaliser ce qui est censé inclure, en fait. On sera tous inclus à partir du moment où on vivra tous dans le vide, en fait. C'est bien ça qu'on a compris. Il ne faut plus que rien ne subsiste. Évidemment, c'est transformer les pays en zone d'aéroportuaire. Exactement, c'est un grand hall de gare. Chacun vient comme il veut, mais enfin comme il veut pas vraiment, parce qu'en fait ceux qui étaient déjà là, eux ils viennent pas comme ils veulent. En fait, ils sont priés de ne plus être comme ils sont. Donc en fait, il y a un phénomène d'abord d'assimilation
à l'envers, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà là sont quand même priés de s'assimiler au vide que nous propose Madame Dali, d'une part, et ensuite le problème c'est qu'on prend toujours cette question, et j'utilise le mot assimilation à dessein parce que le mot assimilation on l'utilise en permanence sur le terrain de l'immigration. Mais si on revient initialement, qu'est-ce que l'assimilation ? L'assimilation, c'est d'abord une imitation. Tous les petits Français qui naissent en France de parents français, qui ont même eu des grands-parents étrangers, s'assimilent eux-mêmes à la France en imitant leurs parents, en regardant comment font les parents, quelle langue ils parlent, comment ils se comportent, comment est-ce qu'ils s'habillent, comment est-ce qu'ils cuisinent, quelle littérature, quels livres ils vont poser. Dire, tous les enfants doivent s'assimiler au monde adulte qui existe, qui préexiste à leur naissance. Bien sûr, évidemment. Et la question que nous avons aujourd'hui, c'est à quoi s'assimilent les petits Français ? Est-ce qu'ils s'assimilent tous au même modèle ? Mais la question, elle se pose pour tous les enfants de ce pays, en fait. Et là, aujourd'hui... C'est très important ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est toujours les enfants qui assimilent. Bien sûr, l'assimilation passe par la classe. C'est ça, bien sûr. C'est évidemment à cet âge-là. Si vous n'êtes pas, il n'y a pas une majorité de petits indigènes, il n'y a pas d'assimilation possible. Il n'y aura aucune assimilation. Et si ces enfants-là ne sont même pas eux-mêmes assimilés à ce qu'est leur pays, les petits Français, comment est-ce que vous voulez que des étrangers qui arrivent s'assimilent à quoi que ce soit ? Qui vont-ils imiter ? Eh ben, on le sait très bien en fait. Ils finissent par imiter leurs parents, qui eux-mêmes ont imité leurs grands-parents, qui eux étaient à l'étranger. Ça n'est pas une leçon de morale, ça n'est pas un jugement de valeur que de dire qu'en effet, pour s'assimiler, il faut un modèle. Le modèle que nous propose Madame Dali, c'est la grande confusion absolue, le relativisme total sur ce que nous sommes. Donc à la fin, on sera tous des particules élémentaires, si je pourrais dire, séparées les unes des autres, sans plus aucune référence commune. On demande un peu à toute une catégorie de population de s'effacer. Ils n'ont plus le droit d'exister. C'est ça qu'on a. Je voulais juste rajouter quand même que heureusement que les réseaux sociaux, les médias existent un peu quand même, parce que oui, là il y a une influence politique des réseaux très importante dans l'affaire de gens, d'internautes qui se sont indignés évidemment de ce wokisme purulent qui confond les termes d'inclusion et d'exclusion, on l'a dit, et qui utilise en plus nos impôts pour leur propagande à l'échelle de l'Union européenne. Ça a fait monter le mot Noël en top tendance sur Twitter pendant 2 jours, et ça a permis à la commissaire à l'égalité de plié à moitié avec un tweet accompagné d'un communiqué que je cite: des inquiétudes ont été exprimées concernant certains exemples fournis dans les lignes directrices de la communication inclusive. Les inquiétudes, c'est un énorme bad buzz en fait, on traduit. Qui, comme il est d'usage avec de telles lignes directrices, sont en cours. Nous examinons ces préoccupations en vue d'y répondre dans une version mise à jour des lignes directrices. Traduction au plus légal. C'est encore... si je puis me permettre, il y a 2 choses qui me font réagir en fait. D'abord, d'une part, alors avec beaucoup de mauvais esprit, je ferai noter à tous les progressistes du monde qu'apparemment, quand la bataille des prénoms se fait dans l'autre sens, ça ne gêne personne. Oui. Or, ce qu'elle nous explique, c'est que le prénom veut bien dire quelque chose et veut bien dire... Non, mais sinon, pourquoi le changer ? Je vois où vous voulez en venir. Non, mais évidemment. Non, mais alors, soit on trouve cette question des prénoms absolument ridicule, et alors j'attends tous les progressistes qui nous hurlent dans les oreilles. Soit les prénoms veulent tout dire, soit ils ne veulent rien dire. Soit ils ne veulent absolument rien dire. On peut effectivement trouver une petite nuance en expliquant que la règle générale est effectivement une règle culturelle du pays qui a le droit d'imposer sa règle culturelle, et que dans les cas particuliers peuvent se discuter. Mais en l'occurrence, elle dit exactement la même chose qu'Éric Zemmour. J'ai prononcé le nom de Voldemort. Elle dit exactement la même chose qu'Éric Zemmour. La deuxième chose sur Noël. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu une grosse réaction, donc elle est obligée de reculer parce qu'elle dit en fait un peu trop bêtement ou un peu trop, de manière un peu trop transparente les choses. Mais je rappelle cette phrase qui moi m'a quasiment traumatisée. Je pense qu'on peut dire que c'est une micro-agression pour reprendre le terme. Il y a quelques années, que vous avez surmonté. Voilà, que j'ai surmonté quand même. Mais au moment d'une des polémiques sur les crèches de Noël en France, le Conseil d'État, qui avait été appelé à se prononcer, avait expliqué que s'il y avait une tradition dans la ville de crèches incluse dans un marché de Noël ou une fête folklorique, etc., à la limite, pourquoi pas. Si c'était nouveau, il fallait pas le faire. Le Conseil d'État avait fini par dire, en clair, il ne faut pas qu'on puisse trouver une quelconque intention de réinscrire Noël dans une tradition catholique. Bon, moi j'ai lu ça, je suis réinscrire Noël dans une tradition catholique. Noël, j'imagine désinscrit. Si parfois, si d'aventure la sève revenait dans l'arbre, ce serait très grave. Exactement. Donc il faut, à la limite, on peut continuer à dire Noël, mais il faut surtout que ça n'ait plus de sens. Si jamais vous croyez à quelque chose un jour, c'est terrible. Exactement. Terrible. Et ça qui est absolument terrifiant.
Ouais, Charlotte cette guerre contre Noël qui est devenu un gros mot, c'est déjà un peu arrivé d'une certaine manière en France. On a vu à Bordeaux le maire des écologistes qualifier un sapin d'arbre mort, donc supprimer en quelque sorte Noël de Bordeaux. Bon, il a lui aussi plié à moitié en y remettant un sapin en plexiglas bio écolo. Mais on avait aussi une photo qui a beaucoup buzzé sur les réseaux cette semaine, Guillaume. C'était une photo d'une décoration de Noël en pleine rue, une rue commerçante de Besançon, et on pouvait y lire « Fantastique décembre ». À la place de Joyeux Noël. C'était assez impressionnant. Il faut tout neutraliser. Mais vous savez, alors je pense qu'il y a on a une sensibilité plus forte à ces sujets aujourd'hui parce que ça arrive de tous les côtés. Mais ça fait combien d'années qu'on nous parle des vacances d'hiver, que on ne dit plus vraiment joyeuses fêtes. Ça avance pas à pas, selon vous. C'est ça avance pas à pas parce qu'en fait, on désubstantialise, je peux pas dire autre chose. Et il ne faut plus dire les mots parce que, en effet, c'est exactement la même question avec le mot France qui est de moins en moins utilisé. C'est un peu mon obsession. Au profit de République. Au profit de République. Qui est un euphémisme pour France. Mais évidemment, c'est-à-dire qu'on désigne, mais parce que France, c'est plus charnel, ça dit une histoire, ça dit une géographie, ça dit un contenu, ça dit une manière de vivre qui est aujourd'hui, qualifiée d'excluante parce que tout le monde n'a pas la même histoire, parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Plutôt que de dire cette histoire peut devenir la propriété affective de quiconque vient aujourd'hui en France, qui est quand même ou même de dire qu'elle pourrait être poursuivie. Évidemment, elle peut avoir une trajectoire peut-être légèrement différente en raison de l'apport nouveau. Mais c'est ça. Et en fait, il y a deux modèles aujourd'hui. Elle peut être modelée, et c'est d'ailleurs évidemment quand on regarde l'histoire de France, elle n'a cessé d'être modelée par les Français eux-mêmes, mais c'est la condition sine qua non d'un peuple, c'est que justement ce peuple existe, donc ensemble ils aient une manière, des us et coutumes qui évoluent, qui changent. Là aujourd'hui le problème c'est que c'est pas tellement que ça change, c'est que ça s'additionne. Nous ne vivons plus de la même manière. Elle est là l'inquiétude. Évidemment que ça pourrait changer, qu'on pourrait adapter nos manières de vivre tous ensemble. Le problème là c'est que certains les adaptent pas, d'autres continuent à vivre selon des us et coutumes qui viennent d'ailleurs, et tout ça s'additionne. C'est ce qu'on appelle le multiculturalisme. Tout de même, c'est assez frappant cette coïncidence entre le fait que d'un côté, au moment où nous-mêmes, nous ne voulons plus être ce que nous sommes, on fasse venir des gens qu'on encourage à être plus que jamais ce qu'ils étaient avant, finalement. Donc en fait, on pourrait se dire bon, c'est de notre faute puisqu'on ne veut plus être ce que nous sommes, et en même temps, on fait venir des gens et on leur dit soyez vraiment ce que vous êtes. Et ça participe quasiment du même mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une pulsion suicidaire. Alors peut-être. Il y a une pulsion de mort qui me paraît évidente. C'est-à-dire que je pense d'ailleurs que cette question même de l'assimilation, de l'intégration, de la question de la gestion de l'immigration ne serait pas aussi inquiétante, ne générerait pas autant d'inquiétude si nous savions exactement ce que nous sommes et ce sur quoi nous ne sommes pas prêts à transiger avec les gens que nous voulons bien accueillir. Si c'était très clair pour nous, on serait beaucoup moins inquiets. Le problème, c'est que a précédé, à mon avis, en France, à l'immigration de masse, un développement d'une haine de soi, de masse, qui est de masse. Et ceux qui ne veulent pas communier à la haine de soi sont accusés de tous les maux et de vouloir exclure les autres. Non, ils essayent de défendre en effet ce qu'ils sont, et là où vous avez parfaitement raison, c'est que c'est un mouvement que l'on accorde aux étrangers et que l'on dénie aujourd'hui aux Français. Merci beaucoup. Donc ça valide d'ailleurs ce concept d'insécurité culturelle, on pense à notre ami Laurent Bouvet. Restez avec nous, on va retrouver On parle auto avec Laurence Perrault et avec Jean-Luc Moreau. Cette semaine, les systèmes d'assistance à la conduite sont-ils fiables? Suspense. Et puis demain, l'autre grand événement, ça sera la réception de Marion Maréchal en grande pompe par Alexandre Devecchio. Guillaume est un peu fatigué. Un peu fatigué. Mais heureusement, vous êtes là. Vous êtes là, mesdames. Voilà. Non, de 11h à midi, sérieusement, de 11h à midi, au moment même où il y aura à Villepinte le grand meeting d'Éric Zemmour, Marion Maréchal sera reçue par notre camarade Alexandre Devecchio. Donc ne manquez pas ce rendez-vous demain, 11h. Merci Guillaume. Merci Charlotte. Merci à vous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.